Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Plateau Blanc qui reçoit aujourd'hui Maître Landry Pongoonia. Il est avocat, il est assistant et chercheur à l'Université de Kinshasa, auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels nous pourrons citer Guide des procédures pénales congolaises, saisie immobilière en droit OHADA, la juridiction présidentielle en droit judiciaire congolais sous l'ère OHADA des éditions Hans Kelsen, OHADA, commentaire des arrêts de la Cour commune des justices et d'arbitrage, le tiers saisi dans les arrêts de la CCJA, dans les éditions Hans Kelsen évidemment, compte bancaire insaisissable au cours de la saisie des attributions, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, précisément dans le cadre de cette émission, nous parlerons de son nouvel ouvrage intitulé Compte bancaire insaisissable au cours de la saisie-attribution des créances OHADA. Je ne serai pas seul, je suis avec ma consoeur Dorcas Tumba. Bonjour. Alors, Maître Landry Pongoonia, plusieurs casquettes à votre actif. Comment vous faites pour aménager votre temps? Voilà, je suis un avocat principalement, enseignant subsidiairement, ajouté à cela, coordonnateur, comme vous l'avez dit, du Centre d'études et de promotion de l'OHADA. Et nous avons une équipe avec, à travers toutes ces fonctions, tout ce que j'ai comme qualité, j'ai des équipes avec lesquelles on travaille et on collabore de façon la plus élaborée. Et donc, il n'y a pas de démangeaison. Ok. Ouais. Donc, vous aménagez calmement votre temps. Vous êtes père des familles, époux, donc ça ne vous pose pas de problème à avoir beaucoup de titres. Non. Et ajouté à cela, je suis auteur de plusieurs livres. Oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ces ouvrages. Aujourd'hui, nous avons un seul intitulé avec lequel nous allons aborder tout à l'heure. Oui. Mais aussi, j'ai évoqué l'OHADA. Est-ce que nous pouvons savoir, depuis l'adhésion de la République démocratique du Congo au système OHADA, quelle est la finalité ou quels sont les signaux que nous pouvons déjà ressortir de l'OHADA en RDC? D'abord, l'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est un droit qui est issu de la volonté des États africains de pouvoir s'unir. Déjà, lors des indépendances, lors d'acquisition des indépendances de chaque État africain, il y avait un credo, notamment avec Kwame Nkrumah, Lumumba et les autres. Kwame Nkrumah d'ailleurs a laissé un livre intitulé « L'Afrique doit s'unir ». La volonté de ces pères des indépendances était de voir les États africains s'unir politiquement. Mais cela n'a pas prospéré. Ce qui a fait que, au fil du temps, les penseurs africains ont estimé qu'il faut commencer par une dynamique d'en bas. Une dynamique d'en bas, entendez par là, une volonté de s'unir, de s'harmoniser à travers les affaires. Et s'harmoniser signifie qu'il faut des règles sur lesquelles il faut se mettre ensemble, parce qu'on ne peut se mettre ensemble que sur base des principes. C'est ainsi qu'en 1993, à Port-Louis, île Maurice, on va se mettre ensemble, les États africains, les pères de l'OHADA se mettront ensemble et vont adopter un traité appelé le traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et depuis lors, l'OHADA est mise en œuvre, il y a plusieurs as uniformes et tant soit peu, les institutions ont été mises en place. Nous avons eu un secrétariat général, la conférence des présidents, les conseils des ministres des Finances et des ministres de Justice, ainsi que la CCJA, qui est une cour, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, qui est placée à Abidjan. Donc, depuis lors, ces institutions fonctionnent et l'OHADA a connu une évolution avec plusieurs réformes, parce que vous demandez quelque peu le bilan de l'OHADA, je ne saurais le faire en un instant comme vous le pensez, mais du moins de façon brève. L'OHADA a connu une évolution et finalement, nous, en 2012, ici en République démocratique du Congo, nous avons pu y adhérer. Il y a un grand changement, il y a une espèce d'attractivité. On est en train de s'adapter à l'OHADA, mais il en reste encore plusieurs efforts.
D'accord, dans une émission mieux élaborée, nous aurons le temps justement de filtrer sur cette question-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler de votre ouvrage intitulé « Compte bancaire insaisissable au cours de la saisie attribution des créances OHADA ». Un ouvrage vraiment riche, je pense. Et pour entrer dans le vif des sujets, je vais déjà introduire ma consoeur Dorcas Ntumba avec ses questions. Dorcas, bienvenue. Alors, je vous laisse la parole pour des questions que vous avez pu ressortir de cet ouvrage. Comme vient de dire mon confrère, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Et notamment aujourd'hui, plus spécialement aujourd'hui, nous allons aborder votre ouvrage qui concerne les comptes bancaires insaisissables au cours de la saisie-attribution. Nous voudrions savoir qu'est-ce que vous a poussé ou motivé à la rédaction de cet ouvrage. Voilà ce qui m'a poussé à rédiger tout un bouquet sur les comptes bancaires insaisissables au cours d'une saisie-attribution des créances. La motivation est la même que les autres ouvrages que j'ai rédigés par le passé, parce que ça c'est mon 9e ouvrage, c'est ma 9e publication. Et en fait, je suis praticien de droit. Ça veut dire que je lis, je sais vivre au quotidien les difficultés qui relèvent de notre domaine, le domaine judiciaire. Il faut, les acteurs de l'industrie du droit, autant que moi, ont rencontré depuis l'adhésion de notre pays, la République démocratique du Congo à l'OHADA, plusieurs difficultés. Et notamment, la doctrine a toujours posé problème. Au-delà de ce qu'on a comme quelques codes, les uns appelés codes gris, les autres codes bleus, il a fallu des positions doctrinales sur certaines questions pour éclairer les praticiens du droit. C'est comme ça que cette entreprise, je l'ai commencée depuis, je ne peux pas appeler ça aventure, mais c'est une entreprise commencée depuis 2013. Et à ce jour, je suis au 9e ouvrage que vous avez entre vos mains. Pourquoi avoir écrit sur les comptes bancaires insaisissables? C'est parce que déjà en 2018, nous avons eu une loi sur la loi numéro 18/019 du 9 juillet 2018 relatif au système de paiement et des règlements titres. Cette loi a été adoptée en application des dispositions de l'article 51 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Cet article laisse aux États parties le loisir de déterminer les avoirs insaisissables. Donc ça pose le principe de l'insaisissabilité, mais laisse la liberté aux États parties à l'OHADA de pouvoir déterminer quels sont les avoirs insaisissables. Et parce qu'il en est ainsi, et qu'il s'agit d'une application de l'OHADA, et qu'il faut porter l'information au grand public, j'ai estimé qu'il était utile, si pas opportun, de pouvoir décortiquer non seulement cette loi, mais un ouvrage important qu'il fallait mettre à la portée du public pour que nous puissions, nous praticiens de droit, connaître quels sont les avoirs à saisir et quels sont les avoirs qui sont insusceptibles de saisie. Avant d'aborder le vif du sujet, avant d'aborder l'ouvrage en entièreté, avant que vous puissiez nous dévorer ou nous dire qu'est-ce qui est réellement dans l'ouvrage, vous avez parlé des comptes insaisissables lors de votre riche exposé. Nous voudrons savoir qu'en est-il des comptes saisissables. Pourriez-vous nous dire ou nous exposer en quelques lignes qu'est-ce qu'on doit entendre par des comptes saisissables? Voilà, ici je ne voudrais pas avoir un exposé assez technique de fait. Je m'évertuerai à être assez simple à travers mon intervention. Les comptes bancaires insaisissables, ça présuppose également qu'il y a des comptes saisissables. Eh bien, les dispositions de l'article 245 de la loi de 1973 qui réglemente les biens donnent la possibilité à tout créancier, d'ailleurs l'article in extenso dit tous les biens du débiteur
présents et à venir sont les gages communs de ces créanciers. Ça veut dire simplement que dès lors que vous êtes débiteur, c'est-à-dire vous devez à quelqu'un quelque chose, vous êtes son débiteur, celui-ci a la possibilité de saisir tous vos biens parce qu'il est votre créancier. C'est ainsi que votre créancier a la possibilité de saisir vos avoirs, vos sommes qui sont logées dans un établissement financier qu'on appelle banque, dans un établissement de crédit. Et il a également la possibilité de saisir d'autres avoirs. Mais ici uniquement, à travers cette publication, nous abordons la question du droit bancaire. Quels sont les comptes saisissables? Tous les comptes sont saisissables, à l'exception des comptes insaisissables analysés dans cet ouvrage. Lorsqu'on y arrivera, je vais dévoiler la. D'accord. Alors, je note ici, moi, 2 mots-clés dans le titre de votre ouvrage, notamment saisie et attribution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en profondeur pourquoi ces 2 mots se retrouvent dans ce titre? Les concepts est saisie et attribution. Oui, oui. Les concepts est normatif, ça relève de l'OHADA. L'article 153 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution parle clairement de la saisie et attribution. Le concept est tout à fait nouveau dans l'univers congolais, juridique congolais. Parce que, avant d'adhérer à l'OHADA, la saisie-attribution était comprise autrement. L'on parlait d'une saisie-arrêt et d'une saisie conservatoire et encore d'une saisie-exécution. Faut-il le rappeler? La saisie conservatoire, nous l'avions appris sur les bancs de l'école, c'est le fait de saisir les biens de votre débiteur se trouvant entre ses propres mains. La saisie-arrêt n'était rien d'autre. J'utilise le verbe au passé parce que le mot n'est pas utilisé par les normateurs ouadiens. La saisie-arrêt, c'est le fait de saisir. C'est une voie d'exécution par laquelle le créancier saisissait les biens de son débiteur se trouvant entre les mains des tiers. Par contre, la saisie-exécution, c'est simplement l'exécution d'une saisie qui a été déjà opérée. Ça peut aujourd'hui être appelé une saisie-vente. Mais je reviens sur les concepts saisie-attribution. La saisie-attribution, aujourd'hui, et il faut ajouter la saisie-attribution des créances. Parce que la saisie-attribution ne peut être faite qu'à l'égard des sommes d'argent, à l'égard des créances. Les concepts techniques, créances ici, vous voyez les numéraires, vous voyez l'argent. Et c'est le fait de saisir les avoirs, les sommes d'argent de votre débiteur. Les mots débiteur signifient la personne qui vous doit. Entre les mains d'un tiers, le fait de saisir les avoirs de votre débiteur qui se trouvent entre les mains d'un tiers. Et la banque aussi, c'est un tiers parce que dès lors que vous avez ouvert un compte, vous avez une convention avec la banque, celle-ci, c'est un dépositaire de vos avoirs, eh bien, c'est un tiers détenteur. Et donc, le créancier a la possibilité, plutôt que de venir auprès de vous, débiteurs, le créancier a la possibilité d'aller directement auprès de la banque pour saisir les avoirs, c'est-à-dire les sommes d'argent qui logent dans vos comptes. Alors, c'est cela, cette opération-là qu'on appelle la saisie-attribution. Mais je dois dire un mot sur les conditions de cette saisie. Il faudrait que vous soyez en possession d'un titre exécutoire. Le titre exécutoire est prévu à l'article 33 du même acte uniforme sus-allusionné. Vous verrez parmi les titres exécutoires une décision juridictionnelle. C'est-à-dire vous avez à gagner une décision et que vous voulez faire exécuter. Qu'est-ce qu'il s'agit? C'est d'une décision pénale avec condamnation de dommages et intérêts ou civile, et que dans cette décision, on a condamné votre débiteur au paiement d'une somme,
vous pouvez vous adresser dès lors que cette décision a déjà revêtu la force des choses jugées ou l'autorité de la chose jugée. Les décisions exécutoires sur minute, c'est également un titre exécutoire. Les actes notariés, grossoyés, c'est-à-dire un acte notarié sur lesquels on a apposé la grosse, c'est-à-dire il y a déjà une formule exécutoire. On peut également avoir des procès-verbaux des parties signés entre les parties et avec, en présence du juge. Ce sont aussi un titre exécutoire. Ça constitue également un titre exécutoire. Donc tout cela constitue un titre. Donc ça, c'est la première condition avant d'opérer une saisie attribution de créances. Au-delà de cela, je viens de dire ici que la saisie attribution met en musique trois parties. Le créancier saisissant, qui peut être un créancier chirographaire, c'est-à-dire qui n'a pas de sûreté. Ça peut également être un créancier gagiste. Ça peut également être un créancier hypothécaire. Comment peut-on comprendre ça? Créancier gagiste, créancier voilà, hypothécaire. Un créancier gagiste, c'est celui qui détient un gage, c'est-à-dire un bien mobilier en contrepartie ou plutôt en sûreté, en garantie de la créance. Les concepts, monsieur les journalistes, sont assez techniques, mais j'aurai toujours le temps. Oui, justement, pour l'intérêt de nos téléspectateurs, pour qu'ils aient une compréhension plus élargie. En fait, cette matière intéresse tout le monde. Parce que les uns ou les autres, nous pouvons être soit créanciers, soit débiteurs. Et nous tous, nous sommes soit tiers saisis. Donc nous avons trois parties, le créancier poursuivant, nous avons également le débiteur saisi ou le saisi, c'est-à-dire la personne qui détient les avoirs du créancier ou qui doit au créancier. Nous avons également celui qu'on appelle le tiers saisi ou les tiers détenteurs. Le tiers saisi, il y a une nuance entre tiers saisi et tiers détenteur. Le tiers saisi n'est rien d'autre que celui qui saisit effectivement, plutôt celui qui détient effectivement les avoirs appartenant au débiteur qui est poursuivi. Ce n'est pas celui dont on a la présomption de détenir. Non. C'est comme ça que, pour être tiers saisi, vous devez détenir. Moi, Maître Landry Pongo, je détiens la somme de 100 000 $ de messieurs les journalistes. Comme ça, le créancier a la possibilité de venir vers moi et j'ai l'obligation de déclarer. J'ai l'obligation de pouvoir donner une déclaration vraie. Parce que si je donne une déclaration qui n'est pas conforme à la vérité, c'est-à-dire mensongère, une déclaration incomplète, une déclaration tardive, moi j'ai pu engager ma responsabilité et il y a une possibilité d'être condamné au paiement des causes de la saisie, c'est-à-dire d'être condamné à payer la somme que le débiteur devait payer au créancier. Moi qui ne suis que tiers saisi, je serai obligé de payer, et ce conformément aux dispositions de l'article 156 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Et donc, le tiers saisi, dans cette triptyque où nous trouvons le créancier, le débiteur et le tiers saisi, il y a une espèce de collaboration qui est exigée de par la législation ouadienne. Si vous manquez, vous commettez une faute, vous engagez votre responsabilité, surtout lorsque vous êtes tiers saisi. Alors, au-delà de ces trois acteurs, il y a également le juge, même si nous devons le dire, la question des saisies est essentiellement extrajudiciaire. Vous saisissez l'huissier de justice, c'est celui-ci qui s'engage à poser les actes, il dresse un procès verbal de saisie attribution. À la suite, il faut dénoncer ce procès verbal dans les 5 jours, au cas où on ne l'a pas fait en présence du tiers saisi. Eh bien, nous
qui sont tiers saisis, par exemple, avons obligation de déclarer sur place ou le faire dans les 5 jours lorsque ça n'a pas été fait à personne. Ici, je vois une banque. Lorsque vous allez saisir dans une banque, par exemple, et que vous ne l'avez pas fait à la direction générale, eh bien, la banque a la possibilité de pouvoir le faire cette déclaration dans les 5 jours qui suivent. Voilà, c'est cette procédure-là qui constitue ce que nous pouvons appeler la saisie à attribution, sans être exhaustif, bien sûr, parce que ça demande du temps pour le faire, mais nous sommes évertués à les faire de façon laconique. Bien, Maître Landry, nous sommes vraiment beaucoup enrichis par rapport à vos explications, mais est-ce que dans la pratique, puisque là c'est dans la théorie que vous êtes en train d'évoquer, est-ce que dans la pratique, en République démocratique du Congo, les choses se font de cette manière? Voilà. Dans la pratique, oui. Dans la pratique, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un cas d'espèce? Je dois l'avouer, depuis 2017, c'est-à-dire 3-4 ans après notre adhésion à l'OADA, il y a eu une espèce d'explosion jurisprudentielle dans les domaines des saisies et attributions. Si aujourd'hui on peut dire au nombre d'actes uniformes appliqués en République démocratique du Congo, figure, disons-le clairement, la question des saisies et attributions, parce que la saisie et attribution, bien sûr, a été, surtout les 4 ans, les 4 dernières années, nous voyons plusieurs saisies auprès des banques et cela taraude les esprits de praticiens. Vous voyez ici, avocats, huissiers de justice, et il faut une bonne information. C'est pourquoi nous avons mis en place cet ouvrage-là. Et donc la pratique s'est faite, elle n'est pas encore parfaite. C'est pourquoi il faut beaucoup d'efforts. Même dans les États où on a adhéré à l'OADA il y a 20 ans, ce sont des matières que l'on apprend au jour le jour. Et donc il faut beaucoup d'efforts, il faut s'évertuer pour que les climats des affaires puissent s'améliorer. Parce que si on n'est pas informé, comme le disait Louis XIV, un homme mal informé a le droit de mal raisonner. D'accord, nous espérons que les choses se passeront vraiment comme vous le dites. Je vais donner la parole à Dorcas Toumba. Merci. Je suis attentivement la question de la saisie à attribution. Mais lorsque je reviens encore sur le titre, je suis en train de lire compte bancaire insaisissable. Je voudrais savoir quelles sont ces personnes dont le créancier ne peut saisir compte, ou bien quelle est cette nature de forme de compte qu'on ne peut saisir. Alors, je sens, madame, que vous êtes au cœur de la matière et que vous me posez la question de savoir quels sont les comptes non susceptibles de saisie. En effet, la loi numéro 18/019 du 9 juillet 2018 relative au système de paiement et de règlement titres a eu, à travers plusieurs dispositions, à dégager quelques insaisissabilités, et ce, en application de l'article 51 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Cet article de l'acte uniforme pose le principe de l'insaisissabilité, mais laisse les loisirs aux États parties, je l'ai dit, de pouvoir en déterminer la portée ou les biens insaisissables. Chez nous, cette insaisissabilité, je l'ai décortiquée à travers cet ouvrage, peut relever en fonction de la nature des comptes, parce qu'il s'agit de comptes, c'est du droit bancaire, cela peut relever de la nature du compte ou de la nature du titulaire du compte ou de la qualité du titulaire du compte. Commençons par la nature des comptes. L'article 12 de la loi de 2018 sus-allusionnée nous précise que le compte de règlement est insaisissable, n'est pas susceptible de saisie. On me dira, le concept est technique. Le compte de règlement, c'est encore quoi?
Le compte de règlement, en fait, c'est un compte qui permet de combler les transactions entre les participants d'un système. C'est encore assez difficile, je pense. J'aimerais vous faire comprendre par un exemple de multipaye. Les systèmes multipaye, c'est un système d'interopérabilité entre banques. Nous avons la Robank, nous avons FN Bank et Equity BCDC. Vous avez l'habitude, vous pouvez avoir un compte chez Equity et vous avez une carte Visa ou autre carte d'Equity. Sans que vous n'ayez un compte chez Robank, mais vous allez avec votre compte et vous tirez l'argent dans les distributeurs Robank. Vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il y a un système, une opération, un système qui règle les comptes. C'est-à-dire, les trois banques se sont mises ensemble et se sont dites, voilà, désormais, pour aider, pour maximiser les fonctionnalités, pour aider nos clients, nous allons désormais leur offrir ces systèmes de multipaye, leur permettant, même si là où les clients se trouvent, il n'y a pas un compte Equity, il n'y a pas Equity, c'est-à-dire une filiale ou une boîte d'Equity, mais il y a Robank à ses côtés, eh bien, ils ont la possibilité de pouvoir tirer, les clients peuvent tirer son argent des Robank. Alors, l'argent qui sera tiré du distributeur Robank, il y a un règlement qui doit être fait pour combler les vides, parce que cet argent sort des Robank, il faut qu'Equity puisse rembourser. Alors, c'est ce système-là qu'on appelle système d'interopérabilité et qui a un compte qu'on appelle le compte des règlements. On a enlevé l'argent chez Robank, on prend dans ces comptes-là, on remet chez Robank venant d'Equity. Donc, c'est un compte de règlement. Ces comptes-là est non susceptible de saisie. C'est un compte insaisissable. Le deuxième compte insaisissable, c'est les comptes que chaque établissement de crédit fait loger auprès du dépositaire central. Le concept de dépositaire central ici fait allusion à la banque centrale. Lorsque vous ouvrez une banque, une société financière, une institution financière, un établissement de crédit, vous devez garantir, vous devez déposer une garantie auprès de la banque centrale qui est l'autorité réglementaire. Et cela, vous devez ouvrir un compte auprès de la banque centrale et ce compte-là est non susceptible de saisie parce que ça constitue une garantie financière auprès du dépositaire central. Donc, c'est simplement par l'effet d'être mis dans le compte de la Banque centrale, ce qui fait de ces comptes non saisissables. Non, mais c'est une garantie. C'est une garantie pour la banque. Par exemple, TMB, ou prenons Robank, lors de l'ouverture, chaque banque, toutes les banques que vous voyez, doivent déposer une garantie là-bas. Mais lorsque vous allez saisir, parce que la banque Robank vous doit, et vous allez saisir cette garantie financière, finalement, Robank doit rappeler les garanties à ce niveau-là. Donc, nous devons comprendre que... Or, dans les règlements de la RDC, oui, il est obligé à chaque banque de pouvoir déposer une garantie au niveau du dépositaire central. Faut bien comprendre. Ce compte-là est insaisissable. Les comptes des banques ne peuvent pas faire l'objet de saisies. Non. Les comptes des banques, si une banque est débitrice, on peut saisir les comptes d'une banque. Seulement, les sommes que la banque, lors de l'ouverture, a déposées auprès de la banque centrale, au fin de constituer une garantie bancaire, ces comptes-là sont non susceptibles de saisie. Au-delà de cela, le compte d'un particulier, c'est-à-dire tout individu comme nous autres, se trouvant auprès de la banque centrale, est non susceptible de saisie. Par exemple, je dois obtenir un paiement, moi particulier, qui passe après ordonnancement du ministère des Finances, et on ouvre un compte auprès de la Banque centrale, la banque doit me payer.
par exemple 100 000 $. Mais vous, mon créancier, vous allez saisir directement la banque centrale pour qu'on vous paye l'argent de la banque centrale et l'argent qui m'appartient, moi en particulier, votre débiteur. Donc, c'est difficile de distinguer. C'est comme l'eau. Vous mettez un bassin d'eau qui vient du fleuve Congo et de l'eau qui vient de la régie des eaux, vous mettez ça ensemble. Dès lors que vous mettez ça ensemble, ça devient fongible. Et c'est difficile de distinguer l'eau du fleuve et l'eau de la régie des eaux. C'est presque la même chose. Or, la Banque centrale, c'est un organisme public qui bénéficie de ce qu'on appelle les immunités d'exécution. Alors, pour tout cela, il est prévu que les comptes d'un particulier qui se trouve auprès du dépositaire central, auprès d'une banque centrale, l'on ne puisse pas saisir parce que l'argent est fongible et c'est difficile d'en distinguer des sommes d'argent qui appartiennent aux bénéficiaires des immunités. Ça, c'était troisième. Quatrième. Rapidement, maître, parce les qu'on doit après le découvertes temps. bancaires, Oui. les concepts sont tellement assez techniques qu'il me faut décortiquer. D'accord. Comprenez également le réflexe d'enseignant. Évidemment. Merci. Et les comptes débiteurs. Vous avez un compte auprès de la Robanque. Les comptes peuvent être créditeurs, c'est-à-dire vous avez de l'argent, vous n'avez pas de dettes, tout comme ça peut être globalement débiteur. Vous pouvez avoir 2-3 comptes. Dans l'un, vous avez l'argent, dans l'autre, votre compte est débiteur, c'est-à-dire vous n'avez pas de somme, vous devez à la banque. Vous avez même emprunté auprès de la banque. Tout cela, si le compte est globalement débiteur, vous êtes un débiteur de la banque et ces comptes-là, même les comptes où se trouve l'argent, parce qu'il est au nom du principe de l'unicité du compte, eh bien, ces comptes-là, de façon globale, est insaisissable. Nous avons également les comptes des établissements de crédit qui se trouvent auprès de la BAC. BAC signifie Banque des États de l'Afrique centrale. Et il y a un seuil que les banques sont censées détenir, seuil d'argent. Et si vous avez beaucoup d'argent, vous avez la possibilité de faire loger ça auprès de la Banque des États de l'Afrique centrale. Ces comptes-là que les établissements, les banques font loger auprès de cette banque, la BAC, ne sont pas également susceptibles de saisir. Et nous avons largement décortiqué. Et de l'autre part, je dois conclure par là, en disant que, également en fonction de la qualité du titulaire, il y a des personnes, des débiteurs, qui, en raison de leur statut, ont été couverts des immunités. Les personnes bénéficiaires des immunités ou d'immunités ne sont pas susceptibles, leurs biens ne sont pas susceptibles de saisie. J'ai déjà fait une émission sur la question des immunités d'exécution qui se trouve sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Maître Landry Pongo-Ounia. Tout le monde peut retrouver ça. Les détails sont dedans. Est-ce que lorsque vous parlez des immunités, il faut notamment entendre, par exemple, les députés nationaux ou toutes les personnalités dans le pays? Non, non. Là, ce sont des immunités parlementaires. Il y a plusieurs sortes d'immunités. Okay. Les immunités diplomatiques, les ambassadeurs, oui. On ne peut pas les toucher, etc. Oui. Les immunités parlementaires. Donc, le parlementaire en fonction, en raison de ses déclarations, tout ça, on ne peut pas les poursuivre. Mais ici, il s'agit des immunités d'exécution. En effet. C'est-à-dire, vous ne pouvez... Il y a des personnes, en raison de leur statut, même si elles sont débitrices, l'on ne peut saisir leurs avoirs, leurs biens, parce qu'elles sont couvertes d'immunité. Très bien. Alors, Dorcas Toumba, je pense qu'il y a encore une autre question. Rapidement, nous courons après le temps. Vers la fin, vous avez dit qu'il y a des personnes qui sont couvertes d'exécution. Est-ce que nous pouvons savoir quelles sont ces personnes qui sont couvertes d'exécution? Voilà. Les personnes couvertes d'immunité d'exécution, l'article 30 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution dispose assez clairement, en substance, que les organismes publics et les entreprises publiques sont bénéficiaires d'immunité.
c'est-à-dire leurs biens ne peuvent faire objet d'exécution forcée. Mais attention, il faut ouvrir la boîte à Pandore sur la question. Les entreprises doivent être réellement publiques. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, en vertu de la loi de 2008 relative aux entreprises publiques, cette loi-là prévoit que certaines entreprises ont été transformées en sociétés commerciales. Et en son article 4 de la loi de 2008, dit que certaines sociétés qui ont été, disons, entreprises transformées en sociétés commerciales, eh bien, ont pris la forme de sociétés anonymes. Et il a été jugé par la Cour commune de justice et d'arbitrage que les entreprises ou les sociétés commerciales, même celles où l'État est l'unique actionnaire, si ces sociétés-là ont pris l'une des formes prévues par le droit privé, c'est-à-dire les droits OHADA en l'occurrence, eh bien, elles ont entendu renoncer à leurs immunités, comme la SNEL, la Régie des eaux. Les entreprises publiques. Oui, ce sont des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, mais qui ont pris la forme de SA, c'est-à-dire société anonyme. Ça veut dire simplement que désormais, ces entreprises publiques transformées en sociétés commerciales peuvent faire objet de saisies ou de recouvrements forcés d'une créance. Merci beaucoup, maître. Je ne sais pas, nous sommes déjà en train de toucher à la fin de cette émission. Dorcas, y a-t-il encore des questions avant de finir, très rapidement? D'accord, beaucoup. Alors, maître Landry, merci beaucoup. Nous voudrons simplement savoir, pour ceux qui seront intéressés pour avoir votre ouvrage, comment peut-il arriver à s'en procurer? Ah voilà, ceux qui ont besoin de mes publications, notamment cet ouvrage assez intéressant de compte bancaire insaisissable au cours des saisies attributions des créances OHADA, peuvent aller d'abord au plan virtuel, parce que tout le monde n'est pas en République démocratique du Congo. Au numérique, ils peuvent aller sur mon site www.landrypongowonia.com www.landrypongowonia.com. Ça, c'est un site, on peut tout acheter, on peut passer des commandes et on peut vous les faire parvenir en physique. Donc, tout est possible là-dessus. Alors, la version physique, vous pouvez, devant les différents palais de justice, pour ceux qui sont à Kinshasa, vous pouvez également passer la commande à travers mon adresse email landrypongowonia@gmail.com. On peut vous faire parvenir ça. Tout comme sur WhatsApp, vous allez trouver dans mon site www.landrypongowonia.com. Vous verrez les adresses, vous passez la commande, on vous fait parvenir partout, à travers tous les 4 points cardinaux. Merci beaucoup, maître Landry Pongo. Merci pour cette matière. Nous voudrons bien continuer, faute de temps. En tout cas, nous espérons vous avoir une prochaine fois dans une autre émission. Merci, Dorcas, pour ces questions. Oui. Oui, allez-y. Merci. Il faudra noter aussi qu'au-delà d'être écrivain, au-delà d'être chercheur, au-delà d'être enseignant, le maître est également membre de l'Union internationale des avocats. Ah oui. Est-ce que maître peut émettre un petit commentaire sur cette nouvelle attribution que je viens de découvrir moi? Ah voilà, je suis membre de l'Union internationale des avocats. C'est une organisation mondiale qui regroupe pas tous les avocats, mais quelques avocats qui ont réussi à atteindre certaines conditions d'éligibilité. Et moi, j'y suis. Et d'ici le 28, 29 et 30 octobre 2021, nous serons tous à Madrid sous la présidence d'honneur du roi Philippe VI. Et ça sera le 65e congrès
de l'Union internationale des avocats. Je vous informe que j'y serai et j'aurai une intervention qui va porter sur les immunités d'exécution des personnes de droit public à la lumière du droit au WADA. Merci beaucoup, Maître Landry. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes en face d'un juriste et pas le moindre. C'est avec lui que nous avons tenu cette émission. Merci Dorcas. Merci encore Maître Landry Pongounia. Merci à toute l'équipe technique. Si vous voulez suivre cette émission, nous allons certainement la passer sur notre chaîne YouTube. Et pour le reste, portez-vous bien. On se retrouve la fois prochaine. Au revoir.